Bonjour Laurent, merci d'être avec nous. Merci. Le beau gosse de Koh-Lanta, c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai dit que je vous recevais. C'est vrai que vous êtes très beau. Merci beaucoup. J'ai dit que vous étiez habillé parce que j'ai vu qu'il y avait quand on tape votre nom sur Twitter, c'est pourquoi Laurent Mestret était nu. C'est présenté sans vêtements à la caméra, donc vous allez nous expliquer tout ça. Donc, vous êtes un peu cougar ce matin, hein? Pas du tout. Bon, je vous vois. Elle m'a dit, avant de rentrer dans le studio, elle m'a demandé si je pouvais enlever la chemise. Voilà, absolument. Non, pas du tout. Cougar, c'est pas très sympa. Non, c'est vrai, excusez-moi, madame. On n'a pas énormément de différence. Allez-y, allez. Donc vous êtes mannequin, danseur, sportif, évidemment. On vous connaît pour votre participation à Koh-Lanta. Vous avez gagné l'édition de 2014. Et puis en 2016, vous avez gagné Danse avec les stars. C'est ça. Pas mal, hein. Et puis là, on vous voit en ce moment, on vous voit, dans Koh-Lanta, dans cette nouvelle édition qui est diffusée le mardi maintenant. Oui. Vous avez regardé la semaine dernière? Bien sûr, je l'ai regardé. En famille? J'avais hâte, famille, amis, donc j'ai mis une grande télé chez moi, j'ai mis des sièges, etc. pour qu'on puisse le regarder tous ensemble. Parce que vous savez jamais ce qu'il y a dedans, en fait. Non, enfin on l'avait déjà vu déjà en avant-première, mais c'est vrai que on sait pas tout ce qui va se montrer, etc. Ouais. Donc on est curieux aussi de voir le montage, mais ça va, j'ai pas été déçu. C'est vraiment ce qui s'est dépassé. Gros carton quand même, hein. 5,6 millions de téléspectateurs, c'était avant le replay, près de 30% du public. Carton sur les moins de 50 ans, sur les 60% sur les 15-24 ans. C'est vraiment un programme familial qui rassemble tout le monde. Hein. Bah ouais, normal, c'est vraiment un petit peu, on est les Indiana Jones des temps modernes, hein. On aime bien, les gens aiment bien voir un petit peu tout ce qui est d'aventure. Et puis on le ressent dans la rue, hein, quand les gens viennent nous demander des photos, etc. Ça reste aussi un public très jeune, donc on le ressent. Hein. On vous interpelle beaucoup dans la rue? Ouais, quand même pas mal. Beaucoup, mais c'est toujours un plaisir de donner le sourire aux gens, donc moi je refais jamais une petite photo. Et puis les gens nous demandent à chaque fois qui a gagné, à chaque fois je leur dis plein de conneries. Et alors qui a gagné? Qui a gagné? Je sais plus, à un moment je suis pris un coup de bois, un morceau de bois dans la tête, j'ai perdu connaissance et là je sais plus du tout. Voilà, vous savez plus. Alors Gilles, la question du jour, justement. Elle est liée, notre question du jour. On a demandé à nos auditeurs, vous pouvez aller sur le compte Twitter pour aller voter. Est-ce que finalement Koh-Lanta le mardi soir, est-ce que pour vous c'est une bonne idée, une mauvaise idée, ou vous vous en foutez complètement du jour? Eh bien pour l'instant, on vient juste de mettre la question en ligne. D'accord, on donnera la réponse après. Vous pouvez aller voir, vous pensez que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, ou vous en foutez? Moi je m'en fous, mardi comme vendredi, même dimanche matin j'aurais regardé, donc ça me dérange pas, mais après certains ont leurs habitudes et c'est bien et pas bien. Je sais que maintenant les gens peuvent sortir le vendredi, ils peuvent leur prendre un petit apéro le vendredi soir, et d'autres personnes, comme j'ai eu de retour, comme des jeunes qui peuvent pas aller et qui ont école le lendemain, donc du coup ils peuvent pas se coucher tard. Ouais, ça c'est un vrai, ça pose une vraie question. En fait. Gilles, le zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Valérie Laurent, l'histoire en direct sous les caméras. Le dernier soldat américain, il s'appelle Chris Donahue, le major Chris Donahue, a donc quitté l'Afghanistan et les Américains de fait. De leur côté, les talibans ont fêté ce départ à coups de tirs de mitraillettes en l'air. Les Américains ont donc quitté l'Afghanistan. On va en reparler tout à l'heure à 11h dans nos débats. C'était le grand retour de Didier Raoult, Valérie, hier chez Cyril Hanouna. Et les deux étaient très très en forme. Alors magie du direct, hein, juste avant la prise d'antenne, Fabrice Divisio, Mathieu Delormeau qui est revenu, se sont écharpés violemment. Et évidemment, le professeur Raoult, Valérie, a tout entendu. Du coup, voici ce qui s'est passé quand il a pris l'antenne en direct. Il ne savait pas qu'il était en direct. Ah, voilà, donc le professeur Raoult qui est prêt. Est-ce que le professeur Raoult m'entend? Je ne participe pas à des débats comme ça. Ah, il est énervé. Oui, mais ou bien alors. Vous voyez que c'est bien le vrai. Et ma femme est psychiatre, elle parle avec les fous. Donc si vous voulez vous exciter comme ça, vous prenez un rendez-vous chez elle. Et moi je ne parle pas avec les excités comme ça. Je ne fais pas. Il n'y a que chez nous. Il n'y a que chez nous. Parlez-moi avec respect, sans m'insulter, sans vous exciter. Et sinon je m'en...
Voilà, il a dit, il ne savait pas qu'il était à l'antenne et il a dit, moi je ne participe pas à des débats avec des fous. Ouais. Voilà, puis Il après, parlait de qui à votre avis? je ne sais pas. Il parlait des Division gens qui étaient en venait train juste de se- parler Vous regardez avec. un peu Hanouna? Oui, j'ai regardé hier. Ouais. Pour le coup, j'ai regardé. C'était la reprise, c'est ça? Ouais, c'était la reprise. Je pensais qu'il avait parlé un petit peu de Koh-Lanta, donc j'ai regardé. Et, bon, non. Mais j'ai regardé le débat avec Titi Raoult. Ouais. Vous en Sympa. pensez quoi? Il n'a pas voulu trop. Il était assez évasif quand même. J'ai l'impression que, je sais pas, mais il voulait pas trop se mouiller. Ouais, il répondait pas à certaines questions. Ouais, il esquivait. Il a un petit peu esquivé. Parce qu'on peut juste rappeler que Koh-Lanta, vous l'avez fait pour votre maman, pour Aïcha, et que Aïcha est morte du coronavirus et que vous vous êtes exprimé là-dessus. Sur le coronavirus et tout ça. Ah donc, oui. et vous n'êtes pas choqué des anti-vaccins ou des anti-passes par rapport à tout ça, par rapport à votre maman ou pas? Ben moi, je sais que je respecte les gens qui veulent pas le faire. Hein. Je suis pas là pour dire faut le faire ou ça se trouve j'ai tort de dire qu'il faut le faire, mais je pense que les personnes à risque et les personnes qui ont un peu âgées, je pense qu'il faut vraiment le faire. Pour ma part, moi je suis vacciné et je pense que les personnes à risque, c'est vraiment important de le faire. Parce que la souffrance qu'on peut ressentir lorsque quelqu'un est touché, c'est quelque chose d'indescriptible. Donc j'aimerais pas voir un proche à moi ressentir ce que j'ai ressenti. Donc moi j'avais pas la possibilité de faire vacciner ma mère. Donc pourquoi? Il n'existait pas encore. Ah, il n'existait pas, c'était dans la première c'était en juin, vague. Donc quelques mois après, malheureusement, le vaccin est apparu. Donc franchement, je sais que ce que je dis moi à mes proches, c'est que, imaginons, t'as ton père ou ta mère qui tombe malade et tu te dis tiens, j'aurais pu le faire vacciner. T'es frustré, enfin t'es triste, mais moi malheureusement j'ai pas eu la chance de tenter de pouvoir le faire. Elle n'a pas pu le faire. Et effectivement, là, on répète que le vaccin protège des formes graves et que les gens aujourd'hui qui sont en réanimation, pour la grande majorité d'entre eux sont des gens qui ne sont pas vaccinés. C'est ce que disent, c'est ce qu'on constate dans les hôpitaux. Donc vous pouvez argumenter de ce que vous voulez, aller dans les hôpitaux, aller voir ce qui se passe. Les gens qui aujourd'hui sont en réanimation et de tous les âges, de tous les âges. Il n'y a pas que les personnes fragiles sont aujourd'hui. Et puis ayant passé un mois à l'hôpital en réanimation, il n'y a pas que des personnes âgées, il y a des personnes de 40 ans, il y a de tout. Il y a de tout, absolument. Parce que l'ironie du sort, elle s'était sortie de son cancer contre la peau, ce qui vous avait fait vous engager dans les émissions contre le cancer. Et sur Koh-Lanta, votre première participation, vous l'aviez dédiée à votre maman. Oui, je l'avais dédiée. En fait, je ne l'avais pas spécialement fait pour elle, mais ça m'avait vraiment donné une force supplémentaire. Une fois là-bas, je me disais, tiens... je souffre, mais ce qu'a souffert ma mère, ça n'a rien à voir comparativement à ce que je souffre actuellement. Enfin, je veux dire, dans Koh-Lanta en 2014. Donc, ça m'a vraiment donné une force. Et pour le coup, là, en 2021, non, je ne suis pas allé spécialement pour ma mère. Je me suis allé vraiment pour moi, parce que j'avais envie de m'éclater. Vraiment m'éclater. Puis j'avais envie de passer à autre chose. J'étais resté avec le confinement chez moi pendant je ne sais pas combien de temps. Et puis, ma mère venait de décéder, donc je voulais m'éclater. Je voulais extérioriser un petit peu ce que j'avais au fond de moi. Donc là, pour le coup, non, c'était pas... c'est vraiment la seule année où je ne suis pas allé pour quelqu'un ou qui que ce soit. Je suis allé pour moi, pour vraiment m'éclater. Voilà. Gilles, on continue le zapping. Vous avez tous vu peut-être cette photo de Marine Le Pen jouant de la batterie, publiée par Le Point, hier quotidien, qui faisait également sa rentrée, avec comme invité Jérôme Fourquet, qui ont analysé cette photo et sont revenus sur cette photo où il y avait des petits détails. Goebbels et Hitler dans la bibliothèque devant laquelle pose Marine Le Pen, c'est le signe de quoi ? Alors peut-être le signe d'un certain amateurisme de la part de son entourage, parce que il y avait des fins limiers qui ont tout de suite été repérés la photo. Moi-même, j'ai plus vu les livres de jardinage. Oui, sur la gauche. Voilà, qui étaient plus visibles. Et donc là aussi, on voit bien qu'une campagne présidentielle, si on veut la jouer au plus haut niveau, ça laisse pas de place à l'amateurisme, et que à l'ère des réseaux sociaux et du tout média, il faut être absolument irréprochable. Valérie, et cet été, il y en a qui se sont amusés. Je ne sais pas si vous êtes amusés. Cet été, c'est José Garcia. Je ne sais pas si vous avez vu cette info que je vous ai trouvée. José Garcia a lancé son rosé, le Rosé Garcia, pour faire le jeu de mots. Écoutez. Aïe, 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 aïe.
Alors ça s'appelle le Rosé Garcia. Je sais que souvent les gens se sont foutus de ma gueule en disant oh dis non, le Rosé Garcia. Ben voilà, on l'a créé. Et on s'est dit que putain pendant le déconfinement là, il fallait faire quelque chose pour que les gens s'éclatent un peu. Voilà. Donc on est avec des Mexicains et le rosé des copains a pris l'ami. Parce qu'on voulait que ça soit convivial, sympathique et surtout qu'on partage. Rosé Garcia. Et pour finir, on finit en musique. On vient juste d'en parler avec Laurent Mestret sur les polémiques qu'il y a autour du pass sanitaire. Et il y a Eric Clapton qui a sorti un nouveau titre, une chanson. Ça s'appelle Ça doit s'arrêter, du chanteur britannique, donc où il dénonce les mesures sanitaires. Et c'est vraiment, alors il y a beaucoup de vues sur YouTube. Ça s'appelle This Gotta Stop. Ça doit s'arrêter. Trop, c'est trop. Mais qu'est-ce qui doit s'arrêter? Le pass sanitaire, tout ça, je ne peux plus supporter ces conneries, c'est ce qu'il dit en anglais, une chanson qui a été dénoncée par la presse britannique. Alors je me fais prendre à partie comme à chaque fois sur le vaccin où on me dit si vos parents mourraient à cause du vaccin, renseignez-vous aussi sur les chiffres, sur le bénéfice-risque, sur le nombre de gens qui sont morts du vaccin et ceux qui ne sont pas morts grâce au vaccin. Quant aux chiffres, ce ne sont pas ceux de mes copains médecins mais ceux d'études officielles. Vous pouvez, alors évidemment on ne sera jamais d'accord, mais je maintiens ce que je dis et je ne dis pas de conneries comme vous me dites. Regardez ce qui se passe en Israël. En Israël c'est la même chose. Les gens qui sont hospitalisés aujourd'hui sont des gens qui n'ont pas été vaccinés. Ce sont des chiffres d'hôpitaux, ce sont des chiffres officiels. Ce ne sont pas des dires sur Internet. Donc voilà. Alors mon frère a eu 2 doses, il est en réa depuis 15 jours à Toulouse. Arrêtez vos mensonges. Oui, il y a des gens qui mettent la ceinture de sécurité et qui meurent aussi en voiture. Mais on ne sait pas... Enfin voilà. J'avais promis pourtant que je ne m'énerverais pas sur le sujet. Mais calmez-vous, je suis là, moi j'apporte la bonne ambiance. Voilà, vous apportez la bonne ambiance. Non, mais c'est pas... On sort pas les chiffres du chapeau, justement, quand je vois les arguments qui nous disent c'est un vaccin expérimental. Non, c'est pas un vaccin expérimental. Il a une autorisation de mise sur le marché qui a été donnée aux États-Unis. La 3e phase, c'est une phase qui rentre dans un processus. Enfin bon, on va pas refaire toute l'histoire. Non mais Valérie, ça sera toujours dur de convaincre un clan qu'un autre clan. Vous savez. Mais il y a 5 milliards de personnes qui ont été vaccinées aujourd'hui. Donc combien de morts? Mais bon, croyez ce que vous voulez. Effectivement, je pense qu'il y a des exemples comme celui de votre maman ou d'autres gens qui n'ont pas... On a et on aura le témoignage d'un de nos chroniqueurs anti-vax qui a eu le Covid, qui a failli mourir et qui viendra nous en parler. Et qui a changé d'avis du coup? Pardon? Qui a changé d'avis ou pas? Je pense, oui, mais il viendra nous en parler. Allez, on parle de Koh-Lanta. Allez, Koh-Lanta, ce soir, 21h05. Vous avez gagné? J'ai gagné beaucoup de choses dans ma vie. Non, je plaisante. Enfin, en 2011, j'avais dit, parce que j'avais été sur les poteaux et j'avais pas été choisi, parce que je n'avais pas gagné. Et ce que j'ai dit à la fin, c'est que j'ai peut-être pas gagné les 100 000, mais ce que j'ai vécu là-bas, mon expérience, ça vaut beaucoup plus que les 100 000 euros. Et une fois de plus, à chaque aventure, je gagne beaucoup de choses, mais peut-être pas. Parce qu'on apprend quoi là-bas? Déjà, on s'ennuie beaucoup, hein, vous savez, on se réveille à 5h40 à peu près, enfin à 6h, on se couche vers 20h, et des fois, il y a rien à faire, quoi. Du coup, on parle, on discute, on n'est pas parasité par son téléphone, par la télévision ou quoi que ce soit, donc on parle avec les autres, on se remet en question, donc dans la difficulté, en fait, on apprend beaucoup de soi-même, bizarrement, et donc on s'en sort grandi. C'est comme une thérapie, c'est exactement ça, c'est une thérapie, et on se rend compte aussi des choses importantes de la vie, la famille, la nourriture, de pas se prendre la tête. C'est vraiment une vraie thérapie. Et à chaque fois que je rentre, mes amis me disent tiens, t'as changé, je te reconnais pas, etc. Et c'est vrai que c'est une vraie thérapie sur soi-même. Et le confinement, comment vous l'avez vécu? Parce que vous qui êtes plutôt actif, comment vous l'avez vécu? Vous avez fait du sport? Oui, j'allais souvent en bas de chez moi. J'ai une sorte de terrain où j'ai un terrain de foot, donc je pouvais y accéder. J'avais aussi comme une sorte de zone pour faire du sport, des tractions, etc. Donc je suis beaucoup sorti faire du sport et courir aussi.
Après, bon, bah, moi, je suis un fan de jeux vidéo, et puis donc, je joue aux jeux vidéo, je lisais aussi, donc ça va, je l'ai pas trop mal pris. Bon, après, ben, en termes de boulot, pour moi qui suis dans l'événementiel, c'était délicat. J'ai fait une année très compliquée. Mais sans Koh-Lanta, quelle aurait été votre vie? Parce que Koh-Lanta est arrivé sur votre chemin, mais vous auriez fait quel métier? Parce qu'après, vous avez fait de l'animation, plein de choses. Ça a changé votre vie, Koh-Lanta. Sinon, je pense... comme j'ai pas bossé en 2020, bah du coup j'ai dû reprendre mon vieux métier qui était dealer, donc je me suis mis en bas de chez moi et je vendais un peu de shit. Attention, il y en a qui vont prendre ça au sérieux. Non, bien sûr, je rigole et vous verrez que dans Koh-Lanta j'ai aussi beaucoup d'humour à prendre au second degré, bien évidemment. Ouais. Mais je sais, moi à la base je suis dans le mannequinat et dans la danse, donc je pense que j'aurais continué dans cette voie-là, mais je continue toujours l'événementiel à faire des stages. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites en dehors de Koh-Lanta? Non, moi je bosse pour une enseigne de marque sportive, je bosse pour Basic Fit, donc je donne les cours virtuels, je continue à faire du mannequinat, je continue à faire des événements autour du sport et autour de la danse. Donc moi je suis un passionné, donc j'ai beaucoup de passion, je suis pas c'est pas que Koh-Lanta dans la vie, je l'ai fait pas dans l'espoir de rester à la télé, etc. Je l'ai vraiment fait pour l'aventure, et sinon j'ai toujours mes métiers, quoi, toujours dans le mannequinat. Comment on s'entraîne avant Koh-Lanta? C'est comme un camp militaire pour vous? Il y a un entraînement psychologique et physique? La première fois, je m'étais pas trop entraîné parce que je savais pas trop où j'allais. J'avais jamais regardé Koh-Lanta. Ouais. Mais la deuxième fois, j'ai fait vraiment comme si je partais au JO, quoi. Donc 2-3 heures d'entraînement le matin, une sieste, je mange, pareil l'après-midi. Et ça a été le cas exactement cette année. C'était de la natation, travail d'équilibre, travail de renforcement musculaire, tout ça, mais ce qui m'a servi, c'est mon passif, mon historique dans Koh-Lanta, qu'est-ce qu'il y avait à bosser, quoi. Et c'est vrai que c'est de l'entraînement physique, parce qu'il y a beaucoup d'épreuves physiques, et dans un Koh-Lanta, ça peut aider. Mais depuis des années, c'est devenu aussi très psychologique, et plus télé-réalité que dans les premiers, non? Non, vous n'avez pas ce ressenti? Peut-être quand on regarde à l'intérieur, quand on le fait, non, je trouve pas ça comme ça, mais quand on regarde, c'est vrai que bon, il y en a qui veulent, beaucoup de gens font Koh-Lanta en espérant avoir des followers derrière, donc ce qui est dommage, mais moi, si j'ai un conseil à donner, c'est regardez la version américaine qui a rien à voir. Là, c'est des stratégies assumées. Et là, ils y ont vraiment à fond, quoi. C'est vraiment de la stratégie à fond. Vous pourriez y participer ou pas? Il y a des candidats. La version américaine. Bon, mon anglais n'est pas assez affûté, mais j'adorerais le faire parce que là, c'est de la stratégie. C'est vraiment de la stratégie. Et il y a vraiment des fous. Il y en a qui brûlent les chaussettes pour créer des histoires. Ils sont vraiment dans la stratégie à fond, quoi. Donc on a une version soft dans la version française. Moi, je trouve qu'en France, c'est très soft. Là, ceux qui se plaignent de la stratégie, allez voir la version américaine, qui là, la stratégie est prônée. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a 2 ou 3 participants, et celui qui a fait le plus de jeux, qui a fait le plus de sales coups, c'est lui qui gagne. Alors qu'en France, c'est les épreuves. C'est positif, peut-être dans la démarche aussi, non? C'est trop cool en France en termes de stratégie, je trouve. Regardez la version américaine. Pour le coup, avant de partir dans cette saison-là, je regardais beaucoup la version américaine et j'ai essayé de m'inspirer. Mais cette année, vraiment, comme je l'avais déjà gagné une fois. Là, je voulais vraiment m'éclater, vraiment faire des dingueries et faire le con, comme on a pu le voir dans le premier épisode. Mais vous étiez tout nu, pourquoi? Vous aviez pas vos vêtements. C'était un message aux gens pour dire qu'il faut aller se faire vacciner. Non, pas vacciner, mais aussi faire des. Parce que j'ai fait Star à nu. Oui, absolument. Et voilà, et là, on se met à nu pour dire aux gens, allez. Pour faire des tests colorectaux. C'est ça, pour faire des tests, pour se faire dépister pour le cancer du côlon. Et là, c'était ça, pareil, je voulais. Non, pour le coup, en fait, quand je suis arrivé sur le camp, j'étais tout foufou, quoi. J'étais comme un. Voilà, j'étais tellement content d'être là que j'étais fou, quoi. Et donc, j'ai fait plein de conneries. Il y a des choses qu'on n'a pas vues aussi. Et là, je me suis mis à poil pour aussi détendre l'atmosphère parce que il pleut toute la journée. À un moment, t'es stressé, tout le monde fait la gueule. Et le seul moyen que tout le monde se détende, c'était de faire le con. Et voilà, c'était pour détendre l'atmosphère, en fait. Vous avez des copains
Vous êtes fait des copains? Il y a des gens avec qui vous gardez des vraiment, relations vraiment, en dehors du jeu? Même avec des gens avec qui j'ai pas fait Koh-Lanta, notamment Claude, qui j'avais jamais fait Koh-Lanta avec lui, Coulé, etc. Des gens avec qui j'ai jamais fait Koh-Lanta avec eux. C'est vraiment Koh-Lanta, c'est vraiment une famille. On se voit, même si on n'a pas fait Koh-Lanta ensemble, et on tisse des liens très forts. Et là, j'avais des copains, j'avais Claude, j'avais Théoura avec qui j'avais fait Koh-Lanta, j'avais Phil, j'avais des potes, mais là, on sait pas où situer. Donc, même si ça reste des potes, ça veut pas dire qu'on va pas se voter l'un contre l'autre. Alors, cette année, c'est les garçons contre les filles. On a l'impression que les filles entre elles, c'est plus compliqué que les garçons entre eux, non? C'est un peu chippy, les filles. C'est ce que j'ai pu comprendre dans le premier épisode au conseil, où là, elles se disent, bon, on se change toutes nues, il n'y a pas de souci, on rigole entre nous. Donc je fais, bonne ambiance. Mais au final, il se passe des choses, quoi. On voit que c'est pas tout rose. Et c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'il y a un peu plus de compétition chez les filles. C'est un peu plus compliqué entre elles. Elles veulent montrer que c'est les plus fortes, alors que nous, c'était plus détente. Alors, est-ce que j'ai joué justement à ce qui est cette atmosphère assez positive? Je ne sais pas, mais en tout cas, chez nous, c'était tranquille. On avait, comme le dit Namadia, comme l'a souligné Namadia, il n'y avait pas besoin de se dire les choses. Chacun allait chercher l'eau, chacun allait participer aux tâches pour améliorer le camp. C'est quoi le plus dur pour vous? Pour moi, c'est la fin. Ça reste la nourriture. Et puis cette saison, il n'y a pas de bambou et le il n'y a pas de riz. Pas de riz, pas de bambou, pas de casserole. Donc j'ai tout de suite vu que ce serait une aventure plus difficile que mes années précédentes. Mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. C'est ce que vous cherchez. Plus c'est dur, aussi. et c'est exactement ce que je recherche. Moi, si c'est un truc trop facile, quand tu en sors, c'était facile. Alors quand tu sors d'un truc qui est très difficile, t'as plus de fierté. Et plus c'est difficile, enfin pour ma part, plus je kiffe. Mais quand on rentre à Paris, on mange ou pas du tout parce qu'on a l'estomac un peu déglingué? Ah non, quand on rentre à Paris, bien sûr, on va dans un bon salon de massage. Voilà, on se fait des bons plats, on mange plusieurs fois, mais Qu'est-ce que vous avez le plus sur quoi vous êtes jeté quand vous êtes rentré? Une bonne pizza. Bizarrement, c'était la pizza. Une bonne pizza, là, je pensais qu'à ça là-bas. Bon, on va vous retrouver donc ce soir. Vous avez gagné ou pas, Koh-Lanta? Encore, vous me posez la question? Je me dis, je vais peut-être réussir. Non, je sais pas. Je vous ai dit, je me suis pris un coup sur la tête, j'ai perdu connaissance et j'ai tout oublié. Et sinon, pour Valérie, vous êtes célibataire? Moi, je suis pas célibataire. Je vous remercie. Ah oui, c'est vrai. Pareil, je me suis pris un coup sur la tête, j'ai perdu. Vous communiquez pas là-dessus? Non, là-dessus, je reste plutôt discret. Quand on tape votre nom, Laurent Messeret, parmi les choses les plus recherchées, c'est compagne, mariée. Il n'y a rien dessus, on ne sait pas trop. Non, je reste plutôt discret. Et vous n'êtes pas poursuivi par les paparazzis? Ils disent plein de conneries. J'ai vu des trucs qui se disaient qui étaient totalement fausses. Là récemment, j'ai passé, ce week-end, j'ai fait un spectacle de danse avec des danseurs de Danse avec les stars, notamment Denitsa. Et on a vu, Laurent, son week-end fou sur un bateau avec Denitsa, alors qu'il est totalement faux. Pas du tout. Non. Il y a Laurent Messeret. Laurent Messeret, origine. Donc vous êtes de quel Mon père est français et ma mère est algérienne. Papa, après, femme, âge, femme, taille, famille. Donc voilà, ils veulent savoir si vous avez. Ils veulent savoir, hein. Mais il n'y a rien. On ne saura rien. Il a pris un coup sur la tête. Voilà. Merci Laurent Messeret d'être venu ce matin. On était ravis de vous recevoir. Et donc, on vous retrouve sur TF1 dans cette émission familiale qui cartonne le mardi soir. Koh-Lanta, la légende, oui. Et demain, Marie-Sophie Lacaro, Valérie. Je crois qu'elle regarde Koh-Lanta. Je crois qu'elle regarde Koh-Lanta. On lui posera la question. Absolument. Merci à vous.